Merci beaucoup de reprendre vos places. On va maintenant accueillir notre conférencier d'honneur qui va terminer cette belle journée sur une note d'espoir et de regard vers le futur. Dr Jean-Frédéric Lévesque qui va nous parler de ses perspectives futures de la première ligne. Alors, laissez-moi d'abord accueillir Dr Lévesque parmi nous. Alors, Jean-Frédéric Lévesque est président-directeur général au Agency for Clinical Innovation en Australie. Il est médecin spécialiste en médecine préventive et de santé publique et détenteur d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Il est présentement sous-ministre adjoint à la recherche et à l'innovation clinique et président-directeur général de l'Agence d'innovation clinique de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Il a auparavant occupé les fonctions de PDG du Bureau d'information sur la santé du même État australien et ceux de directeur scientifique de l'analyse et de l'évaluation des systèmes de soins et services à l'Institut national de santé publique du Québec et de commissaire adjoint à l'appréciation et à l'analyse au commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Il est présentement adjunct professor au Centre for Primary Healthcare and Equity de l'Université de New South Wales. Bienvenue, Dr Lévesque. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. La parole est à vous. Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, je vais partager ma présentation. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Sourial, pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui de manière virtuelle et participer au colloque Jean-Yves Rivard, un colloque qui, évidemment, j'ai vu évoluer au cours de mes années de formation à l'Université de Montréal, mais aussi lors de mes premières années de vie professionnelle dans les différentes organisations où j'ai agi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais reconnaître les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, de manière virtuelle ou en personne. Et j'aimerais rendre hommage aux anciens du passé et du présent et étendre ce respect aux autres peuples autochtones qui sont ici présents. J'aimerais aussi reconnaître la contribution des consommateurs, des patients, des soignants qui participent à nos travaux. Leur expérience donne vraiment une voix et une perspective qui nous permet d'améliorer et de transformer les systèmes de santé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi rendre hommage à Dr Rénal Pinault, qui a été un mentor pour moi, un ami par la suite, et donc rendre hommage à Rénal. Cette présentation, évidemment, a été énormément influencée par sa pensée. J'ai eu l'honneur de le côtoyer autant lorsqu'il a été mon professeur que lorsqu'il a été un collègue de travail. Merci. Alors aujourd'hui, je vais donner quelques perspectives qui, fondamentalement, vont couvrir plusieurs des dimensions qu'on retrouve dans ce cadre d'Amy Barouch, qui finalement illustre un peu quelles sont les dimensions qu'on peut analyser pour essayer de comprendre le futur des soins de santé, ou en tout cas les grandes tendances actuelles, et je vais y revenir de manière plus particulière sur la première ligne durant la présentation. Mais ce qu'on voit dans ce cadre-là, c'est qu'il y a 4 grands champs qui influencent fortement le futur des soins de santé. Et le premier, c'est en haut, on voit la consumérisation qui pousse les systèmes de santé à devenir plus centrés sur les résultats pour répondre vraiment aux besoins des patients, à être très stimulés par les données, mais aussi par les modèles prédictifs et les soins préventifs. La digitalisation, évidemment, est très importante et un cours important qui dérange les systèmes de santé présentement, autant en ce qui a trait aux dossiers informatisés que the Internet of Things, puis toutes les capacités qui découlent des technologies d'assistance. L'intégration des soins, qui est un grand courant depuis plusieurs années, quelque chose de très difficile, mais qui influence de plus en plus les systèmes. Et de manière paradoxale, je vous en parlerai plus tard. Et finalement, la décentralisation des systèmes qui
est autant la décentralisation des systèmes de prestation de soins via la virtualisation, puis mais aussi via le fait que les patients eux-mêmes, de plus en plus, participent et dirigent leurs soins. Et donc, cette décentralisation-là, elle est très micro, mais aussi aux échelles de méso et organisationnelles. Donc, je vais parler un peu de différents aspects qui recoupent ces dimensions de ce cadre-là dans ma présentation. Et ce que je vais faire, c'est finalement, on m'a demandé de parler de perspectives futures, mais c'est difficile de parler du futur sans faire un petit retour sur le présent. Et je suis certain qu'aujourd'hui, vous avez eu plusieurs présentations là-dessus, mais je vais peut-être prendre un angle particulier. Et par la suite, je parlerai du futur antérieur, celui qu'on a planifié il y a déjà quelques années, puis refléter finalement sur le fait que le futur ne s'est pas totalement réalisé. Le futur présent, les grandes tendances actuelles qui finalement vont influencer les systèmes au cours des prochaines années. Et le futur proche qui, lui, finalement, doit être informé par la recherche. Et je vous laisserai donc sur certaines propositions en tant que communauté de recherche sur comment faire progresser le futur de la première ligne. Alors, quelques retours sur le présent. Alors, vous connaissez probablement tous les enquêtes du Commonwealth Fund qui, malheureusement, ont été très dérangées par la pandémie, mais qui nous ont donné, depuis plusieurs années, finalement, un regard un peu plus intégratif sur la performance des systèmes de santé. Et ce que vous voyez ici, c'est un extrait du Mirror Mirror, le rapport qui a été publié en 2017, où le Commonwealth Fund positionnait l'Australie en second rang à cause de sa très grande efficience administrative, les résultats qu'on obtient, les processus de soins et l'accès aussi, malgré une performance beaucoup moins bonne en ce qui a trait à l'équité. Et sous la flèche rouge, le Canada se positionnant 9e devant la France et les États-Unis, et où l'accès, évidemment, est un des enjeux importants. Et encore une fois, j'ai regardé le programme du colloque. Je sais que vous avez parlé énormément d'accès. Pour en dire un peu plus sur ces deux pays, évidemment, l'Australie est un système de santé qui est reconnu comme étant très efficient. On voit donc dans ce graphique que les résultats dont on obtient ou la performance dont on obtient est très élevée, tout près de celle de l'Angleterre en termes des résultats. Et les dépenses de santé sont parmi les plus basses parmi les pays comparés dans les enquêtes du Commonwealth Fund. Et donc, c'est pour ça que l'Australie se retrouve au-dessus de la barre et à gauche, et donc parmi les systèmes ayant beaucoup d'efficience. Le Canada, évidemment, un peu moins favorable, non pas pour ses dépenses de santé, mais pour les résultats obtenus dans les différentes dimensions de performance. En quelques comparaisons rapides, est-ce que les cliniques de première ligne ont des systèmes en place pour que les patients soient vus lorsque la clinique est fermée? Évidemment, à l'exclusion des unités d'urgence, on voit que dans 69% des cas en Australie, c'est le cas, 48% au Canada. Et donc, l'Australie, malgré le fait qu'elle se positionne de manière favorable globalement, lorsqu'on regarde le sondage de 2019 du Commonwealth Fund, on voit que sur cet aspect-là, il y a encore de l'amélioration à effectuer. Même chose en ce qui a trait à la coordination des soins, donc la transmission de l'information entre la première ligne et les soins spécialisés. On voit qu'au Canada, 89% et en Australie, 94% des histoires de cas sont partagées. Est-ce que les cliniciens reçoivent des alertes lorsque leurs patients sont vus en dehors des heures d'ouverture? On voit qu'il y a encore énormément beaucoup d'améliorations à poser autant dans le contexte australien que dans le contexte canadien. Même chose pour, évidemment, la communication via email ou via des sites web sécurisés. Si les patients ont des questions médicales à poser, de manière asynchrone à leurs cliniciens. On voit que dans ce cas-là, le Canada et l'Australie sont les deux pays avec les plus bas résultats. Ça, c'était évidemment pré-pandémique, mais tout de même, l'utilisation de consultations vidéo pour voir les médecins de première ligne. Vraiment partout, la technologie n'était pas très bien implantée
lors du dernier sondage disponible en 2019. Fort probablement, ces taux-là sont plus importants maintenant, malgré le fait qu'on sache que depuis les nouvelles vagues de la pandémie, les consultations vidéo ont rediminué dans de multiples contextes. Et finalement, dernière donnée, est-ce que les cliniques offrent des options aux patients pour prendre des rendez-vous en ligne? On voit que c'est un aspect sur lequel notre contexte en Australie performe bien en comparaison, et là où il y a encore des défis importants au Canada. Donc, en gros, les données les plus récentes suggèrent toujours qu'il y a énormément d'améliorations à faire en ce qui a trait à la première ligne, même pour les aspects qui ont été l'objet de multiples rapports, de multiples efforts au cours des 20 dernières années. Évidemment, on ne peut pas maintenant discuter d'un thème sans utiliser l'intelligence artificielle et je vais simplement faire un petit clin d'œil à ChatGPT pour dire que lorsqu'on demande à Chat quel est le pays avec le meilleur système de première ligne, on nous mentionne les Pays-Bas, l'Angleterre ou le Royaume-Uni et l'Australie. Et donc, il semble que la littérature soit consistante pour que l'algorithme de ChatGPT nous identifie en effet à 3 pays relativement performants pour la première ligne. Alors, il y a beaucoup de défis actuels dont on doit considérer parce qu'ils vont avoir un impact important sur le futur de la première ligne. Et le premier, c'est vraiment les défis de recrutement et les défis de formation, surtout dans le contexte médical. Et ça, c'est vraiment présent dans tous les pays qui sont des pays comparables en ce qui a trait à la première ligne. Donc, autant en Australie, au Canada ou en Angleterre, il y a des défis majeurs présentement en ce qui a trait au recrutement en médecine familiale, à la formation. Le bien-être et la satisfaction au travail en première ligne est vraiment un défi actuel dans plusieurs pays qui cause beaucoup de remous dans la pratique. Les méthodes de financement et de paiement font l'objet de révisions dans de multiples pays. C'est le cas en Australie présentement aussi, où le paiement à l'acte fait l'objet de multiples raffinements sans nécessairement réussir à influencer la pertinence des soins de première ligne. La fragmentation des soins et la communication avec les lignes spécialisées demeurent un défi, un enjeu, même dans un système extrêmement informatisé comme le nôtre et dans de multiples pays. La demande est croissante avec une population vieillissante, des populations qui s'accroissent, mais aussi une population très au fait de leurs besoins de soins. Le manque de couverture populationnelle est un défi dans de multiples endroits. La commercialisation de l'offre de première ligne est aussi un phénomène que l'on voit émerger vraiment dans de multiples pays, parfois de manière réellement peu contrôlée et peu intégrée au système de prestations publiques, et ça représente un défi important. Et finalement, l'intégration des nouvelles technologies demeure un défi dans des organisations qui finalement demeurent des organisations très simples, sans nécessairement avoir les structures organisationnelles pour bien intégrer ces nouvelles technologies. Alors, un petit regard sur le passé, puis quelques propositions finalement qui ont été faites pour améliorer la première ligne et créer le futur de la première ligne. Et je vais me servir pour ce petit futur antérieur de mon expérience au commissaire à la santé, où en 2009, on avait publié un rapport sur l'amélioration de la performance du système de santé, particulièrement pour la première ligne. Et à ce moment-là, on avait identifié 4 grands leviers de changement organisationnel pour structurer la réforme de la première ligne. Le premier, c'est l'organisation des soins et des ressources. C'est suivi des pratiques cliniques et de la prestation de services, la planification et la gestion des activités cliniques et finalement le financement des soins. Et ce que l'on avait proposé à ce moment-là, c'était 10 recommandations qui étaient structurées autour de ces 4 leviers principaux. Les 3 premières étaient vraiment sur la pratique de groupe, l'implantation du dossier médical informatisé et l'accroissement de l'interdisciplinarité. Et je ne vais pas repasser tous les enjeux, mais je vais simplement mettre en exergue certaines recommandations qui finalement demeurent très d'actualité parce qu'elles n'ont pas été réalisées. Et on voit dans la littérature internationale qu'elles demeurent extrêmement pertinentes et associées avec une bonne prestation de soins de première ligne. Et le premier, c'est vraiment la notion des caractéristiques fondamentales du point de vue organisationnel des groupes de médecine de famille.
où la pratique médicale de groupe, l'inscription de la clientèle, la présence d'ententes contractuelles avec les centres de santé, la présence dans les équipes traitantes de professionnels de la santé autres que médecins sont vraiment les caractéristiques fondamentales de ces organisations performantes et qui, évidemment, ne sont pas totalement implantées dans de multiples systèmes. En ce qui a trait à l'implantation du dossier médical informatisé, les progrès, évidemment, partout ont été importants, mais il demeure qu'il y a plusieurs des fonctionnalités que ces dossiers-là permettent qui demeurent à implanter, comme la transmission électronique des requêtes et des renseignements, les prescripteurs pharmacologiques électroniques et de plus en plus d'autres fonctionnalités qui font partie de ces instruments informatisés. Et en ce qui a trait à l'interdisciplinarité, réellement, avoir des équipes multidisciplinaires, interdisciplinaires et des ententes contractuelles qui balisent des corridors de services sont des aspects qui, finalement, peuvent encore être poussés beaucoup plus au cours des prochaines années. En ce qui a trait aux pratiques cliniques à la prestation de services, les recommandations étaient d'explorer de nouvelles modalités de prestation de soins, des modèles alternatifs, mais aussi de favoriser l'auto-soin et la contribution des proches aidants et la favorisation de l'inscription de la population auprès de groupes de médecins de première ligne. En ce qui a trait aux nouvelles modalités de prestation de soins, il y a énormément encore à faire, puis il y aura émergence au cours des prochaines années de beaucoup de nouveaux modèles alliant les consultations de groupe, les consultations par les pairs, les consultations électroniques et aussi entièrement virtuelles et des programmes d'accès avancé aux soins. Pour l'auto-soin, qui est évidemment toujours un défi important, et probablement à cause du manque d'interdisciplinarité dans plusieurs des cliniques de première ligne, il demeure qu'on a très peu d'exemples du point de vue international sur des programmes à l'échelle des systèmes de santé pour vraiment promouvoir l'auto-soin, puis soutenir le développement des capacités des patients et des proches aidants pour ces programmes d'auto-soin. Puis finalement, ce qui a trait à l'inscription, un des aspects qui me semble encore faire l'objet de potentielle amélioration, c'est la notion d'inscription dans une perspective interdisciplinaire, encore une fois. Dans de multiples pays, on regarde encore les ratios d'inscription de patients en ce qui a trait aux médecins de famille, plutôt que de les regarder en termes d'inscription auprès d'un groupe de pratique, auprès d'une clinique ou auprès d'une communauté ou d'une perspective géographique pour vraiment assurer finalement qu'on répond aux besoins populationnels, mais non pas en focusant essentiellement sur un seul groupe professionnel qui finalement a toujours beaucoup de difficultés à répondre à cet ensemble de besoins populationnels. En ce qui a trait à la planification et à la gestion des activités cliniques, il y avait 3 recommandations également. Tout d'abord, celle de revoir les responsabilités cliniques des médecins de première, mais aussi de seconde ligne. Et je crois qu'au Québec, il y aura émergence au cours des prochaines années finalement de cette révision un peu là, de la contribution de la seconde ligne et aussi de la notion d'inscription ou de prise en charge de la première ligne par la médecine spécialisée qui finalement n'a jamais adopté une approche populationnelle, mais qui, dans plusieurs secteurs ou systèmes performants, adopte beaucoup plus cette démarche, cette responsabilité populationnelle. Évidemment aussi, les recommandations étaient de développer la gouvernance clinique en première ligne de soins et d'implanter des mécanismes d'appréciation et d'amélioration continue de la performance clinique pour créer une première ligne apprenante. Beaucoup de travail à faire encore dans de multiples contextes et j'ai déjà parlé des mécanismes de soutien des activités médicales de première ligne par des spécialistes répondants qui, à mon avis, vraiment est une des prochaines étapes de progression des systèmes de première ligne. Et finalement, réaligner les modes de rémunération des médecins était au centre de cet ensemble de recommandations pour une première ligne plus performante. Et je crois qu'il y a eu des gains importants qui ont été faits dans de multiples contextes, même si la rémunération à l'acte demeure principalement le mode de rémunération adopté dans de multiples pays. Alors, qu'en est-il du présent et du futur au cours des prochaines années dans notre contexte très dérangé ou disrupted de première ligne?
Alors, il y a de multiples courants et influences dont je voulais parler. La première, c'est la notion des modèles professionnels innovants ou la subsidiarité entre groupes professionnels, donc l'interdépendance, puis le partage des responsabilités entre groupes professionnels est très développé, mais aussi l'accroissement des champs de pratique qui permet vraiment à de multiples professionnels d'explorer au-delà de leurs responsabilités traditionnelles une pratique dans un contexte interdisciplinaire. Et dans le fond, un des courants importants, c'est de ne plus voir les différents professionnels comme ayant des champs de pratique déterminés en dehors de leur contexte de pratique clinique. Juste pour donner un exemple, on voit de plus en plus des modèles où la pratique infirmière peut réellement être très étendue lorsqu'elle est réalisée dans un contexte où médecins, physiothérapeutes, pharmaciens font partie de l'équipe et permettent finalement à de multiples professionnels d'étendre et d'élargir leur champ de pratique. Les approches populationnelles et de santé publique sont des courants importants où finalement les cliniques de première ligne sont invitées à de mieux en mieux comprendre finalement les besoins des populations inscrites. L'intégration des soins et les trajectoires de soins sont encore des courants et des influences importantes, bien que, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, ça fait des années qu'on y travaille. La transformation digitale progresse extrêmement rapidement. Il y aura une transformation très rapide au cours des 5 prochaines années des dossiers électroniques et de leurs fonctionnalités et capacités. Les approches fondées sur l'interdisciplinarité dont j'ai déjà parlé. Le financement fondé sur la pertinence et la valeur fait son entrée aussi de manière plus importante en première ligne après plusieurs années d'influence dans les contextes hospitaliers. La décision partagée et l'auto-soin demeure un courant et une influence importante et va aussi continuer à faire l'objet de développement important. Alors, le Patient-Centered Medical Home ou le Patient's Medical Home, comme il est proposé au Collège des médecins de famille du Canada, demeure un modèle qui continue d'influencer finalement l'organisation et la structuration de la première ligne dans plusieurs contextes. J'aimerais présentement peut-être parler de quelques caractéristiques d'une première ligne innovante qui émergent dans la littérature. Et donc, la première, c'est l'approche populationnelle et la planification proactive. Et je voulais parler de la planification proactive parce que vraiment, elle est soutenue par les nouveaux outils informatiques qui permettent de vraiment mieux comprendre et mieux prédire quelles seront la demande de soins dans une population inscrite. Et tout ça, c'est évidemment soutenu par les bases de données qui sont de plus en plus disponibles maintenant pour mieux comprendre la première ligne. Et ça permet vraiment de soutenir une pertinence accrue des soins qui sont délivrés en première ligne. Les équipes multidisciplinaires, les programmes de gestion intégrée des maladies chroniques qui sont très connus et font partie toujours d'une première ligne innovante, mais aussi de plus en plus les modèles alternatifs de prestation de soins et services. Les consultations virtuelles en ce qui a trait à la consultation face-à-face soutenues par des logiciels, mais aussi les consultations asynchrones qui permettent finalement aux patients et aux familles de poser des questions, d'obtenir de l'information sans qu'une personne ou un professionnel ait à être en présentiel, mais aussi de plus en plus avec des outils de monitoring à distance, permettre aux cliniciens de porter un regard sur leurs patients et sur comment leur problème de santé évolue sans avoir à être en présence du patient. Et donc, de cette manière-là, réduire le recours à la consultation clinique formelle pour mieux prendre en charge l'ensemble des besoins de leur population. Et ça, c'est une caractéristique importante d'une première ligne innovante. Premièrement parce qu'elle est très peu présente dans peu de contextes, mais aussi parce qu'elle sera vraiment une des clés d'une approche et d'une couverture populationnelle élargie. Il ne faut pas essentiellement tenter de répondre aux besoins de soins de la population en croyant que le modèle actuel de consultation en 10, 15 ou 30 minutes comme étant le seul modèle pour répondre aux besoins des personnes. Il y a des modèles d'intervention en 30 secondes ou 60 secondes qui peuvent permettre parfois de répondre tout autant aux besoins et on doit les explorer.
Les dossiers électroniques avec des fonctionnalités accrues font partie de la première ligne innovante et les soins à distance et virtuels, comme je le disais. Et finalement, il y a deux aspects dont je veux parler qui sont aussi émergents et qui, je crois, vont réellement nous permettre d'élever la prestation de services cliniques et de répondre à certains des enjeux de bien-être pour les professionnels de la santé de première ligne. Et tout d'abord, c'est les portails patients qui permettent aux patients d'obtenir de l'information sans que les cliniciens aient à prendre du temps clinique pour le faire, mais aussi qui leur permettent de donner les informations cliniques à distance aux cliniciens pour que ceux-ci soient aussi en mesure d'assurer un suivi de manière asynchrone. Et comme je disais, les soins virtuels asynchrones sont extrêmement importants pour assurer ce futur de la première ligne dans un contexte innovant. Une première ligne innovante, donc, je crois, ça va mettre à profit des systèmes comme ceux qu'on appelle de Digital Front Door, donc la porte d'entrée digitale, qui permet finalement aux patients d'entrer en contact avec un seul endroit, de rapidement faire l'objet d'un triage qui permet de pivoter d'une démarche digitale à une démarche en présentiel, virtuel, rapidement si le processus de triage identifie un besoin plus important pour le patient, mais vraiment de faire en sorte que de manière digitale, le patient puisse être orienté via des algorithmes et des arbres décisionnels vers finalement la réponse qui répond le mieux à son besoin actuellement. Encore une fois, pour faire en sorte qu'on réduise la pression sur la prestation de soins cliniques par le professionnel et faire en sorte que le patient puisse obtenir l'information sans nécessairement prendre du temps clinique finalement. Et ça va faire partie du focus dans de multiples systèmes au cours des prochaines années. En Nouvelle-Galles du Sud, on implante plusieurs de ces systèmes-là et ça inclut ce qu'on voit à gauche, là, le Patient Reported Measures, donc les mesures rapportées par les patients via une plateforme ou un portail digital qui nous permet de poser d'utiliser des indices de santé standardisés pour soutenir la prestation clinique à distance avec nos cliniciens. Alors, si on voulait faire un petit résumé du futur au cours des prochaines années, je trouve que cette citation de Samwin et O'Connor de 2019 résume bien. Il nous parle d'une première ligne, d'une transformation de la première ligne qui va nous amener dans une nouvelle ère où les pratiques d'équipes avancées, où les technologies intelligentes vont soutenir des relations cliniques différentes et vraiment donner plus de pouvoir aux patients, mais aussi vont soutenir l'amélioration continue de la première ligne et une première ligne apprenante qui sera finalement aussi là, soutenue par les sciences de l'implantation, soutenues par les données en contexte de première ligne. Alors, vraiment rapidement pour conclure, plusieurs personnes se posent des questions sur le futur de la première ligne et se posent aussi des questions sur les risques actuels qui sont présents en ce qui a trait à la première ligne. Est-ce que la première ligne va réussir à passer au travers? Est-ce que le futur de la première ligne sera un succès? Est-ce qu'il y a un futur pour la première ligne? Certains auteurs nous posent la question. Et finalement, simplement pour dire aussi que lorsque les gens essaient de prédire le futur de la première ligne, bien, certains chercheurs nous invitent plutôt à le créer, ce futur, plutôt que de simplement essayer de le prédire. Oui, Nadia? Okay. Quelques chercheurs nous proposent des questions qui demeurent très actuelles pour la recherche sur les priorités en première ligne. Et il y a une liste là qui a été proposée par O'Neill et collègues. Je ne vous la résumerai pas. Je vais simplement maintenant proposer 4 idées qui, je crois, devraient influencer votre programme de recherche ou le programme de recherche en première ligne dans plusieurs contextes.
Et la première idée de recherche, c'est que les soins primaires, secondaires et tertiaires doivent être analysés de plus en plus de manière conjointe et non pas voir la recherche en première ligne de manière séparée parce qu'on vit réellement de plus en plus dans des systèmes paradoxaux ou paradoxaux où les systèmes sont fragmentés, mais coordonnés et intégrés à la fois. Il n'y a jamais eu autant d'intégration des soins comparativement à ce qu'on a actuellement, mais il n'y a jamais eu autant de fragmentation également. Et ça nous amène à vraiment voir les systèmes de première ligne comme faisant partie d'écosystèmes émergents. Et donc, pour soutenir le futur de la première ligne via la recherche, bien, il faut essayer de voir la première ligne dans ses interactions avec les autres composants du système qui vont inclure des prestations de première ligne dans des milieux commerciaux également. Alors, il faut étudier le rôle du patient en tant qu'intégrateur des services de santé parce que de plus en plus, comme on le disait, la décentralisation liée à l'innovation font en sorte que le patient, finalement, de plus en plus est la personne qui intègre ses soins, ses services, mais on en comprend toujours très peu l'efficacité. Pour piloter et évaluer l'affiliation des spécialistes aux pratiques de soins primaires, je crois vraiment que dans plusieurs contextes, on se dirige vers cette affiliation pour finalement responsabiliser la médecine spécialisée envers ce qu'elle doit offrir pour la première ligne. Et il faut évaluer davantage les technologies d'information et leur impact sur l'intégration. La seconde idée, c'est de détecter, communiquer et de prédire, parce qu'il y a un grand courant de personnalisation, évidemment, dans les systèmes de santé, autant du point de vue très individuel avec la personnalisation génétique fondée sur la génomique, mais aussi la personnalisation algorithmique dont j'ai parlé, qui permet finalement d'orienter les patients via les outils digitaux qui nous sont présents. Alors, l'idée, c'est d'utiliser les modèles algorithmiques qui sont développés par l'intelligence artificielle pour ensuite les utiliser dans des modèles de prédiction, puis d'être plus en mesure finalement d'adjoindre ces technologies-là à la pratique de première ligne. Alors, pour la recherche, ça implique d'étudier les facteurs qui vont faire en sorte que ces algorithmes prédictifs vont influencer la pratique. On ne peut pas prendre pour acquis que ces outils digitaux vont avoir un impact positif sur les patients. Ça doit faire l'objet de recherche. Et ces outils prédictifs vont émerger très rapidement. Il faut utiliser la modélisation pour développer une compréhension de la population, puis vraiment faire en sorte que les outils informatiques nous aident à adopter cette approche populationnelle. Puis finalement, étudier les facteurs qui vont en favoriser l'adoption par les patients pour un parcours personnalisé, pour faire en sorte que finalement l'expérience de soins ne soit pas réduite par le développement de ces algorithmes décisionnels. La troisième idée, c'est l'universalité personnalisée. Et c'est vraiment la notion qu'il faut accroître la décision partagée, l'auto-soin et aussi le co-design de la première ligne. Et il y a énormément de recherches à faire dans ce contexte-là. Alors, simplement un petit clin d'œil au rapport de la Health Foundation d'il y a déjà plusieurs années sur la décision partagée, mais aussi à droite pour vous faire un clin d'œil sur notre processus de co-design qui est donc un experience-based co-design que l'on adopte ici en Nouvelle-Galles du Sud. Et le futur, clairement, en ce qui a trait à l'auto-soin et à la participation des patients, va aussi être très influencé par les outils qui sont mis à la disponibilité des patients. Et ça, il faut en être conscient. Donc ici, évidemment, à la blague, you can't list your iPhone as your primary care physician, illustre probablement une des dérives potentielles de cette digitalisation puis de l'amélioration des outils auprès des patients. Mais la réalité, c'est que les cliniciens font déjà face à des défis énormes dans la prestation de services à cause de cette capacité des patients à obtenir de plus en plus d'informations. Et ce sera le cas de manière très, très croissante au cours des prochaines années à cause de l'intelligence artificielle générative qui finalement va donner aux patients des outils pour mieux comprendre les situations et mieux guider les soins, mais malheureusement parfois aussi de manière erronée. Alors, il faut évaluer des modèles alternatifs de prestations de soins de santé primaire. Et encore une fois, être à l'avant des réformes qui vont être implantées dans les systèmes réels. La recherche a vraiment un rôle important pour
pousser ces modèles alternatifs digitaux asynchrones en première ligne pour faire en sorte que finalement, dans quelques années, on soit en mesure de les implanter de manière sécuritaire dans des contextes réels. Anticiper les besoins des prochaines générations pour soutenir les soins de santé primaire axés sur la population est très important aussi parce que bien que souvent on voit les défis de la première ligne comme étant des défis très statiques, présents depuis plusieurs années, etc., la réalité, c'est qu'ils sont aussi influencés par le fait que les populations changent constamment via le vieillissement de la population, via l'immigration, via de multiples changements sociaux qui font en sorte que finalement, les besoins des générations futures en termes de grands utilisateurs ne doivent pas être pris pour acquis comme étant les mêmes que pour les générations antérieures. Et finalement, il faut étudier les préférences des cliniciens, en matière de modèles organisationnels pour être en mesure aussi d'implanter ces modèles alternatifs de soins primaires. Alors, la dernière idée, c'est qu'il faut mesurer les soins de première ligne et vraiment de plus en plus utiliser les nouvelles technologies digitales pour mieux comprendre comment la première ligne est organisée, comment elle fonctionne, quelle est sa dynamique. Et tout ça, évidemment, c'est soutenu par les dossiers médicaux qui sont vraiment de plus en plus informatisés. On est loin des premiers dossiers papier d'il y a plusieurs années, puis des dossiers papier qui sont encore présents, mais de moins en moins. Et ces nouveaux outils-là vont vraiment nous permettre de mieux comprendre non seulement ce qui a été rendu aux patients en termes de soins, mais comment ça a été fait. Et je vais faire un clin d'œil aux équipes récentes en première ligne qui avaient été financées par les IRSC, qui vraiment nous avaient donné une compréhension de cette structuration-là de la première ligne via ces 12 équipes qui avaient été implantées. Mais on voit peu depuis de recherche organisationnelle en première ligne en comparaison. Et je crois qu'on doit se reposer la question. Un autre exemple de manque de focus sur les aspects organisationnels en première ligne provient du fait qu'on avait une enquête en Australie importante, l'enquête Beach, qui nous permettait de vraiment comprendre la pratique clinique et cette enquête-là a été discontinuée. Et depuis, on a très peu d'informations sur comment notre première ligne est structurée. Ces informations-là nous permettaient de mieux comprendre quels étaient les aspects et les dimensions des réformes de première ligne et donc d'être en mesure de comprendre non seulement quels étaient les problèmes ou les défis actuels en première ligne, mais de comprendre quelles étaient les actions réelles et concrètes qui étaient mises en place dans les pratiques, dans les bureaux cliniques, etc., et de faire des études comparatives comme ce tableau l'illustre où on regardait finalement quelles étaient l'implantation de différentes caractéristiques dans différentes provinces canadiennes, par exemple. Alors, en ce qui a trait à la recherche, je crois qu'il faut vraiment développer de nouveaux outils de mesure et d'extraction des données pour mieux comprendre la pratique organisationnelle. Et encore une fois, je crois que les dossiers informatisés permettent à la recherche de plus en plus de s'y intéresser. Il faut évaluer le rôle des capteurs et des systèmes automatisés de collecte de données et vraiment se servir des portes d'entrée digitales pour aussi mieux comprendre la dynamique de consultation qui finalement influence la première ligne. Et finalement, il y a énormément de travaux de recherche à faire en ce qui a trait à l'évaluation des technologies d'information et de l'intelligence artificielle. Donc, pour conclure, avant de prendre quelques questions, j'aimerais revenir sur ce cadre que j'ai présenté d'entrée de jeu pour vraiment, encore une fois, revenir sur le fait que le futur de la première ligne va être influencé par des très grandes tendances qui vont continuer puis qui demandent finalement de revoir un peu les propositions de réforme des soins de première ligne. Si on veut vraiment répondre à ces défis et faire en sorte qu'on participe de manière proactive à la réforme de la première ligne. La consumérisation, la digitalisation et la décentralisation particulièrement sont trois grandes tendances qui vont avoir un impact majeur sur la première ligne et qui demandent un focus en ce qui a trait à la recherche de manière très importante également.
Et je m'arrête ici. Je vous remercie encore une fois de l'opportunité de partager quelques réflexions. Il me fera plaisir de partager ma présentation par la suite. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque, pour cette présentation fort intéressante qui fait écho à beaucoup de discussions qu'on a eues au cours de la journée, mais qui nous amène aussi plus loin dans notre réflexion par rapport à l'approche populationnelle. Vous avez parlé aussi de la digitation qui est vrai là, en termes de soins virtuels asynchrones. C'est vraiment un chantier qui reste assez nouveau ici au Québec. Vous avez aussi parlé là, du rôle du proche aidant comme personne intégrateur et la décision partagée, on en a discuté et c'est donc intéressant de voir que ces mêmes propos font surface dans vos lectures. Moi, ce que j'ai retenu d'abord, le plus important, c'est que si on veut avoir une meilleure qualité de vie au Québec, on est mieux d'aller déménager en Australie. Donc, ça va être la solution la plus rapide. Mais sinon, on peut vraiment penser à comment incorporer là, certains bons coups de l'Australie ici au Québec. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer avec les questions de la salle ou aussi les questions en ligne des participants. Alors, n'hésitez pas à vous lancer. Bon, ben pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, je vais me permettre une première pour vous, Monsieur Lévesque. Une question facile. J'ai bien aimé là, la description de votre rapport avec la Commission santé et bien-être de 2009 sur l'appréciation de la performance à première ligne, puis beaucoup des recommandations dont vous nous avez fait part, fait partie encore des choses auxquelles on dit et redit encore aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut d'aller à ces recommandations? Puis vous avez, je pense, un rôle important en termes de quelqu'un qui a été chercheur et aussi présentement sous-ministre, donc vous voyez un peu des deux côtés. Comment est-ce qu'on peut, et aussi avec les connaissances qui ont été dégagées aujourd'hui, ce qu'on voit dans les rapports, vos recommandations qui sont là depuis une dizaine d'années, mais qu'on n'arrive toujours pas à implanter jusqu'au bout, quelles sont les solutions justement pour amener ces réflexions à être implantées dans notre système? C'est une excellente question. C'est un peu comme, le défi de faire en sorte que nos projets de recherche puis nos résultats de recherche soient implantés dans la pratique clinique. Et on cite souvent là, 7 ans à 14 ans avant que les trouvailles de recherche soient adoptées par les cliniciens. Je pense que la première chose, c'est de vraiment revenir toujours sur le fait que la transformation prend du temps. Les systèmes de santé sont des systèmes très complexes. Il y a certains aspects des systèmes de santé qui sont organisés et donc on peut influencer de manière plus directe avec des leviers plus directs. Mais la réalité, c'est que les systèmes de santé sont faits de culture organisationnelle, de culture populationnelle et sont faits de processus de soins qui sont ancrés finalement dans les comportements professionnels puis les perspectives professionnelles. Et donc, les réformes prennent du temps et doivent être vues dans cet horizon temporel-là. Malheureusement, trop souvent, les évaluations qu'on met en place sont faites beaucoup trop tôt pour réellement évaluer si les réformes ont été efficaces ou non. Et ça provient, ce constat-là provient de mon expérience professionnelle où, évidemment, j'ai fait quelques évaluations de réformes qui, finalement, probablement étaient 5 ans trop tôt en termes d'évaluation. Et ça, c'est une erreur de type 3. Hein? C'est essayer d'évaluer quelque chose qui n'a pas encore été implanté. Et c'est une erreur qui est poussée beaucoup par les décideurs, comme moi dans mon rôle maintenant, parce que finalement, les cycles politiques font en sorte qu'on veut comprendre ou on veut être en mesure de dire que les réformes ont un impact plus rapidement que ce qu'en réalité la transformation exige en termes temporels. Donc, la première chose à faire, je crois, c'est de constamment revenir sur ces enjeux-là avec les décideurs et d'avoir des modèles logiques de l'intervention qui nous permettent finalement d'illustrer aux décideurs que la transformation va prendre du temps. Il faut avoir des mesures d'évaluation qui regardent à des impacts très proximaux avant qu'on soit en mesure d'avoir une compréhension des impacts distaux et populationnels.
Le second aspect, je crois que c'est vraiment qu'il faut aussi comprendre quelles sont les structures organisationnelles et les impacts sur les cliniciens et patients qui vont avoir des impacts durables dans le contexte des réformes. Et ça doit être étudié via des études organisationnelles, des études en ce qui a trait aux sciences de l'implantation. Et malheureusement, évidemment, ça fait beaucoup moins l'objet de recherche que, les recherches qui finalement visent à étudier des projets pilotes ou étudier des démarches innovantes pour démontrer si elles fonctionnent. Mais on prend moins le temps d'essayer de comprendre quelles sont les dimensions contextuelles et organisationnelles qui font en sorte qu'elles fonctionnent et qu'elles sont durables par la suite. Et ça, je crois que vraiment, là, le domaine de la recherche peut faire plus dans cette perspective-là. Et ça permettrait vraiment d'avoir une discussion, un dialogue avec les décideurs, vraiment sur des dimensions qui sont plus sous le contrôle de la décision avec les politiques de soins. Ça me fait penser aussi que si on veut penser à l'importance organisationnelle dans la mise en œuvre de ce genre de décision-là, comme vous avez dit, ça prend plus de recherche. Vous avez vu une diminution de recherche sur l'organisation de la première ligne. Donc, je fais un clin d'œil à tous les étudiants actuellement à la maîtrise qui cherchent un doctorat ou les étudiants au doc qui veulent faire un postdoc. Vous l'avez bien entendu, là, on a besoin de vous pour aller plus loin dans ces recherches-là. Donc, ça ferait des beaux projets de recherche. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la salle ou en ligne? Delphine, est-ce que tu vois des questions? Ah, voilà, une qui se présente. Allez-y, madame. Alors, bonjour. Merci d'abord pour ce beau partage. Moi, j'ai eu l'occasion d'être associée à toute l'évolution du réseau depuis sa création, je dirais. Alors, il faut bien que ça donne quelque chose, vieillir, mais ne calculez pas, j'étais toute petite. Et donc, mais je ne suis pas nostalgique, parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît qu'il y a beaucoup de choses au fil des années qui ont été et sont encore des belles choses qu'on peut continuer à mettre à profit, dont on ne parle pas beaucoup, mais moi, j'ai apprécié tous les participantes qui sont venus parler de ces bons coups-là et qui, à chaque fois, étaient appréciés. Alors, je renforce ce qui a été dit, qui est bon aujourd'hui. Je vous dirais qu'on a des grandes forces, puis juste quelques-unes. La responsabilité populationnelle qu'on a mise en place, c'est extraordinaire. Les réseaux locaux, les partenariats avec le communautaire, l'intégration santé sociale, l'interdisciplinarité. On a parlé beaucoup du partenariat usager. Il s'implante de plus en plus. On a encore beaucoup de travail à faire, mais il s'implante de plus en plus. Et je dirais la productivité dans le réseau public. On a tendance à dire que dans le privé, c'est productif. On pourrait faire juste un autre colloque sur ça. Et je vous dirais qu'on a des belles expertises en productivité, mais j'ajouterais la productivité pertinente. Donc, l'avenir, oui, est dans le développement certainement de la première ligne. Et je pense que ça va être un bel équilibre de créer, d'innover, mais aussi de mettre à profit tout ce qui existe, les recherches, les expertises, les données probantes, les pratiques reconnues. Vous avez parlé des recontextés, parce que ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné il y a 40 ans qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un autre contexte qui pourrait être favorable, et surtout d'associer tous les acteurs, comprenant d'abord les usagers partenaires, alors on ne les oublie pas, le personnel, les professionnels, les médecins, les gestionnaires de proximité. Je ne peux pas passer à côté en enseignant la gestion des ressources humaines de parler des cadres intermédiaires qui ont un rôle crucial, les gestionnaires, bref, associer tous les acteurs et de la communauté aussi. Alors donc, moi, je suis encouragée. C'est ressourçant pour moi. Ça a été une belle journée. Et bien voilà, on va continuer, c'est rassurant. Alors, bonne suite.
Merci pour votre commentaire. Je vais simplement peut-être dire que euh, je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai parlé un peu du futur antérieur, du futur présent, puis du futur proche. Parce que finalement, il faut aussi voir que la première ligne a énormément évolué dans de multiples contextes, puis ça inclut le contexte du Québec. Et le futur proche, pour moi, c'était aussi d'essayer d'amener certains enjeux qui vont être plus difficiles potentiellement à accepter par la première ligne actuelle ou par la population. Parce que vous savez, on se fait toujours une idée dans tous les contextes, on se fait une idée de ce qui est désirable lorsqu'on regarde les soins de première ligne ou lorsqu'on a les soins en général. Et le fait d'avoir travaillé dans un autre pays depuis 10 ans m'a vraiment permis de comprendre que plusieurs de ces constructions-là sont des constructions sont des constructions sociales et qu'on doit parfois euh, remettre en question si on veut vraiment pousser les choses vers l'avant. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il y aura beaucoup de dérangements au cours des prochaines années. Et la première ligne, vous savez peut-être que la première ligne, elle va être de moins en moins euh, discrète ou je ne sais pas comment l'exprimer en français, là, la première ligne va être de moins en moins euh, juste une première ligne. Elle sera peut-être beaucoup plus imbriquée dans différents modèles de prestations parce que le développement des technologies va vraiment nous permettre d'interagir avec les populations puis d'interagir avec les autres lignes de soins de manière vraiment très différente. Donc, il y aura beaucoup de positifs qui vont émerger de ça aussi, je crois. Avec une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Régis Blais au département de gestion, évaluation et politique de santé. Bonjour. Alors, Bonjour, Régis. un des problèmes qu'on a au Canada, et au Québec en particulier, c'est l'accès aux soins. Alors, les gens ont de la difficulté à accéder aux soins de première ligne. Ils n'ont pas de médecin de famille ou ça prend un temps fou pour avoir un rendez-vous, même s'ils ont un médecin de famille. Et là, on voit de plus en plus, je ne sais pas comment c'est en Australie, mais des départs du réseau public de plusieurs professionnels, des médecins, des infirmières praticiennes spécialisées qu'on a formées pour le public, mais qui s'en vont dans des cliniques. Il y a une semaine ou deux, on entendait dire qu'il y avait des nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées qui étaient ouvertes, qui étaient privées, complètement privées. Les gens qui ne réussissent pas à accéder à un médecin de famille, ils s'en vont dans ces cliniques-là, ils voient une infirmière qui répond à leurs besoins, mais ils doivent payer des centaines de dollars. Alors, et là, ces gens-là, ils viennent du public, là, que ce soit les médecins, les infirmières praticiennes spécialisées ou n'importe quel autre professionnel ou personnel. Alors là, ma question, c'est quelle place devrait ou pourrait-on laisser prendre par le privé, financé par le privé? Donc, c'est-à-dire que les gens payent par eux-mêmes, puis ils payent déjà des impôts pour le public, mais ils n'ont pas accès. Donc, ils vont payer à des cliniques directement pour avoir des soins. Je ne sais pas comment c'est en Australie, là, je ne le connais pas. Voilà. Alors, quelle place on permet au privé? Est-ce qu'on dit, bon, ben, ceux qui sont prêts à payer, ben, ils iront au privé, puis tant pis pour le public? C'est un enjeu important, puis évidemment, je suis toujours de manière quotidienne les médias québécois, donc je vois que c'est réellement une thématique actuelle. Puis j'ai eu la chance aussi le mois dernier d'être à Montréal pour une conférence sur la première ligne où ces sujets-là ont été beaucoup discutés. La première chose que je dirais, c'est que, bon, nous ici, dans le contexte australien, la notion du privé et du public est vraiment vue de manière très, très différente. Premièrement, en Australie, non seulement on peut s'assurer pour des services médicaux avec des assurances là, privées, c'est même encouragé via des crédits de taxation, etc. Et si on décide, si on a un revenu élevé puis qu'on décide de ne pas de prendre d'assurance privée, ben on obtient on est soumis à une taxe supplémentaire parce que finalement, c'est vu comme étant un manque de responsabilité sociale lorsqu'on a des revenus élevés que de ne pas avoir sa propre assurance privée. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on consulte dans des structures publiques, on peut utiliser notre assurance privée pour faire en sorte que lorsqu'on obtient des soins, le système public soit remboursé par les compagnies d'assurance privées et donc de faire en sorte que
du point de vue individuel, ma contribution à l'assurance privée ne soit pas vaine, que vraiment j'ai obtenu quelque chose en retour pour cette assurance privée, puis de faire en sorte que le fardeau sur le système public ne soit pas double. Finalement, le troisième point que je dirais, c'est que chez nous, cette notion-là de migration des professionnels vers le privé, ce n'est pas vraiment, c'est un enjeu qu'on a réussi à contrôler parce que finalement, il n'y a pas de restrictions à pratiquer d'un point de vue clinique dans le public ou dans le privé. Et donc, plusieurs champs professionnels cliniques sont dans un contexte mixte, où certains des services rendus sont rendus dans une logique privée, et on demande vraiment au système public de se concentrer sur les aspects plus complexes, sur les aspects qui demandent un plateau technique plus important. Et ça, c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a réussi à obtenir une performance, une efficience plus élevée dans le contexte australien que dans d'autres endroits. Parce qu'évidemment, dans les contextes où il n'y a que du public, bien souvent, ce qu'on en revient à faire, c'est d'utiliser un plateau technique extrêmement développé pour des choses qui pourraient être rendues finalement dans des contextes de cliniques beaucoup moins développés. La contrepartie, c'est l'inéquité. Hein? Et donc, ça, c'est clair. Lorsque j'ai parlé des travaux du Commonwealth Fund d'entrée de jeu, on voyait que l'équité, c'était la dimension la moins performante dans le contexte australien, et ça l'est encore. Et ça, c'est à cause des coûts de santé, évidemment, qui sont assumés par les individus, qui sont beaucoup plus élevés en Australie que dans la majorité des pays. Je crois que le seul pays il y a quelques pays plus chers, mais un des pays plus chers, évidemment, c'est les États-Unis. Et donc, on n'a pas réussi à utiliser les instruments qu'on a mis en place pour améliorer l'efficience et vraiment amener des nouvelles sources de revenus dans le système pour faire face aux nouveaux besoins, puis créer la transformation d'une manière qui permet de préserver l'équité. Et ça, c'est présentement un sujet de discussion actuelle en Australie qui est très important. Donc, c'est difficile d'arriver à combiner finalement tous les objectifs qu'on a envers les systèmes de santé. Mais une chose est claire, en Australie, on a eu un cadre qui nous a permis de tester beaucoup de modalités différentes sans avoir à toujours les justifier dans les médias, sans avoir à toujours les justifier du point de vue politique, et en prenant la responsabilité de les évaluer par la suite. Donc, moi, je crois qu'il y a place à revoir les modalités de prestations privées. Et une des choses qui m'inquiète présentement dans le contexte québécois, c'est qu'elles émergent sans qu'on ait réellement une capacité de les gouverner en parallèle avec les transformations qui sont en cours dans le système public. Et ça, je crois que ça peut malheureusement générer des modèles très pathologiques de prestations privées, puis avoir des impacts sur le système public inescomptés. Et donc, je vous encouragerais à faire de la recherche sur les effets inattendus finalement des modes actuels de protection du système public qu'on a mis en place dans le contexte canadien, qui, à mon avis, présentement, ne sont pas assez flexibles pour permettre de créer un nouveau système, une nouvelle façon de voir les choses qui rebalancerait un peu les enjeux d'équité. Parce que il est fort possible que dans les prochaines années, l'inéquité dans le contexte canadien soit peut-être pire que celle qu'on voit dans notre contexte australien, sans que vous ayez obtenu les gains d'efficience qui peuvent aller ou qui peuvent accompagner certaines de ces modalités-là. Ultimement, Régis, ça revient toujours aux valeurs, et je ne veux pas porter de jugement sur les valeurs sociales et les valeurs personnelles qu'on a. Mon observation était essentiellement du point de vue de ma compréhension de l'impact de ces modalités privées de prestations là, sur le fonctionnement des systèmes de soins. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque. Je vais conclure cette période de présentation. Alors, soyez avec moi pour le remercier vraiment très sincèrement d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est très tard où vous êtes présentement aujourd'hui, donc merci d'avoir été avec nous et d'avoir vraiment nous donné une autre perspective là, pour la suite.
Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci énormément pour l'invitation. Alors, voilà qu'on arrive à la fin de cette colloque qui nous a fait vraiment inspirer de nouvelles idées vraiment stimulantes en termes de discussion qui nous permet de voir différentes perspectives qu'on a eues avec nos différents panélistes. Si je me permets quelques minutes pour essayer de faire une petite synthèse de ce qui a été dit, mais il y a tellement de bons éléments qui ont été dit, mais si j'essaie de résumer brièvement, vraiment, qu'est-ce qui a été central, un point central dans notre discussion, c'est à quel point il faut penser à revoir la façon dont on veut revoir le modèle d'inscription et d'affiliation des patients dans la première ligne, d'aller plus loin que l'inscription auprès du médecin de famille. Le médecin de famille qui devrait peut-être ne plus être le chef d'orchestre nécessairement au sein de l'équipe, mais bien comme Dr. Volpato a dit, un membre de l'équipe de basketball. De cette affiliation qui, de plus en plus, doit faire écho des besoins populationnels et pour ce, et pour pouvoir vraiment être en mesure de mettre les bons soins en place, qu'on a besoin d'aller plus largement, de penser, de pouvoir rendre ces soins à l'interne d'une clinique, mais vraiment d'aller vers une approche plus populationnelle, prendre vraiment l'idée du modèle de CLSC, penser à l'appliquer plus largement pour qu'on puisse avoir une approche plus populationnelle, territoriale, avec des services de proximité, avec la façon dont on peut livrer les soins de première ligne. On a aussi parlé de l'importance de la communication. Donc, si on veut avoir cette approche plus large, mais on ne veut pas l'avoir et laisser tomber la continuité et juste augmenter la fragmentation des soins. Donc, si on veut élargir ce modèle-là, il faut aussi que ça vienne avec une communication améliorée, tant au niveau entre les professionnels que aussi les plateformes numériques qu'on va mettre de l'avant. Outiller les patients pour avoir un carnet santé qui va pouvoir les autonomiser dans leurs soins et vraiment de soutenir les patients dans ce changement de culture et des attentes de la population pour les amener vers une prise en charge plus interprofessionnelle. On a aussi parlé de l'enjeu de la pertinence, donc cette fameuse phrase du bon professionnel pour le bon soin au bon endroit, au bon moment. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de cette discussion. Qui devrait faire quoi? Est-ce que le médecin devrait venir plutôt le spécialiste dans l'équipe de première ligne à qui on fait référence seulement en cas de besoin et de laisser aux autres membres de l'équipe de faire la grande majorité du travail qu'ils sont en mesure de faire et de vraiment étendre leur pratique au maximum de leurs compétences? Tout ça avec une valeur attachée. Si on veut y aller dans ce sens-là, ça prend une volonté individuelle pour pouvoir justement faire cette collaboration. Donc, c'est pas parce qu'on est en équipe qu'on travaille comme une équipe. Donc, il y a cette volonté individuelle qui est nécessaire pour y arriver. On a parlé aussi du rapprochement qu'on peut faire entre les CLSC et les GMF, qu'il faut les voir comme complémentaires, qu'on a un gain à faire à les rapprocher et qu'ils ont leur mission distincte mais complémentaire qu'il faut aller chercher. Ramener les médecins vers les soins à domicile, l'importance de pouvoir venir en aide aux intervenants qui sont sur les fronts de ces patients vulnérables et complexes. Et d'amener avec tout ça une équité dans la façon dont on veut livrer et organiser nos soins de première ligne pour pouvoir s'assurer d'un accès qui va être équitable et juste pour les besoins de la population. Et si j'ajoute un dernier point avec la présentation connue de Dr. Lévesque, la perspective future de comment est-ce qu'on va pouvoir rendre cet accès plus large à la population, mais il faut penser à la santé numérique, à la digitation, à qu'est-ce qu'on peut faire pour autonomiser les patients avec ces outils-là. Donc, toutes des perspectives futures à avoir. Donc, merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier très sincèrement nos panélistes et nos conférenciers qui nous ont permis de mettre en lumière ces enjeux importants, les solutions qui ont été proposées, les modèles innovateurs.
Je sais que nos étudiantes vont avoir beaucoup de matériel à utiliser pour créer notre infographie, notre rapport synthèse de toutes les recommandations qui peuvent ressortir de cette belle journée. Je tiens aussi à remercier les membres de mon comité scientifique, donc Régis Blais, Géraldine Layani et Delphine Bosson-Riotor, qui ont fait un travail énorme avec moi pour planifier cette journée, avec Chantal Huot, notre conseillère en communication, qui a fait beaucoup de l'organisation. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes. Je remercie également nos commanditaires qui ont rendu cette journée possible. C'est grâce à eux qu'on a pu donner la gratuité de l'inscription à nos étudiants qui sont ici aussi aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les gens du CHUM pour l'organisation, donc au niveau du soutien technique organisationnel, et bien sûr le soutien de notre département, au département de gestion et évaluation politique de santé, ainsi que notre école de santé publique pour tout le soutien apporté pour rendre cette journée possible. Et finalement, à vous les participants, merci d'être venus ici avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé la journée avec nous, les réflexions que vous avez amenées. Je pense qu'on a fait un gros travail de réflexion et c'est maintenant l'heure de se féliciter en ayant un beau moment de cocktail et d'échange ensemble. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Super. Merci Nadia Sourial qui a organisé quand même tout ce colloque en tant que présidente. Merci.